Et bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en seconde. On a vu le cours du coup sur le chapitre 2, modéliser la matière. Pour votre contrôle, il serait bien qu'on reprenne les exercices. Et donc du coup, voici tous les exercices que je vous avais donné à faire. Tout simplement, on va les reprendre, on va les corriger. Je vais pas vous donner une trace écrite, je vais seulement vous la dicter. Et cette fois-ci, du coup, ce sera à vous de comparer avec vos notes ou de rajouter le cas échéant ce qui vous manque. Dans tous les cas, je vais bien reprendre de toute façon de A à Z ce que vous devez mettre dans chaque question. Et on va essayer de faire ça en moins de 20 minutes. Allez, c'est parti. Donc du coup, premier exercice qu'on avait à faire, c'était les exercices page normalement 67, si je me souviens bien. Voilà, donc du coup de 1 à 13, 1 à 13 je vous avais dit que c'était une seule question par énoncé, donc du coup ça allait très très vite. Alors du coup, ici, c'était une entité chimique qu'il fallait mettre, désigne la collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques, donc une espèce chimique désigne la collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques. Ça, c'était la définition que nous avons dans le cadre vert du cours que nous avons vu dans la vidéo précédente. Ensuite, un cation est une entité chimique de charge positive. Je rappelle qu'une entité chimique, c'est une collection de une espèce chimique, une collection de plein d'entités chimiques. Une entité chimique, c'est soit un atome, soit un ion, soit une molécule. Donc forcément, là, on va partir sur un ion, vu qu'il a une charge électrique, et vu que c'est positif, c'est un cation. Un proton marchait également aussi dans le cas où l'atome d'hydrogène, l'élément hydrogène et donc l'atome d'hydrogène, possède un noyau d'un seul proton qui est entouré d'un seul électron. Donc si vous enlevez l'électron, vous formez un cation positif, et ce cation positif nommé H+, ion hydrogène, ne possède qu'un seul proton dans son noyau et zéro autre électron. Donc du coup, l'espèce chimique H+, est un cation qui se résume à un proton, et dans ce cas-là, ça marche. Mais attention, c'est un cas particulier. 3. D'après le principe d'électroneutralité de la matière, un composé ionique a une charge électrique globale neutre. Mieux encore en français, a une charge électrique globale nulle. Et là, c'est parfait. Dans les deux cas, j'aurais compté bon, et dans les deux cas, c'est ce que vous avez marqué la plupart d'entre vous. 4. La masse d'un atome est quasiment égale, est presque égale, ou est égale à la masse de son noyau. Dans les trois cas, je prends aussi. 5. Les écritures conventionnelles d'un noyau sont établies à partir de sa composition et réciproquement. En gros, vous écrivez la notation conventionnelle. Alors, notation, écriture, ça allait les deux, hein. L'écriture conventionnelle, la notation conventionnelle, en fait, se forme sous la consigne AZX. Et donc, du coup, A et Z, c'est la composition du noyau en termes de nucléons, en termes de protons. Donc, du coup, on est bien à partir de sa composition. Et d'ailleurs, réciproquement, on peut faire du coup l'écriture conventionnelle à partir de la composition, ou faire la composition à partir de l'écriture conventionnelle. Voici pour les exercices de 1 à 5. 6. Le chlorure de lithium est un composé ionique de formule LiCl. Il est composé uniquement d'anions, uniquement de cations, ou d'anions et de cations. D'anions et de cations, c'est Li+, et Cl-, sachant que les anions et les cations, s'ils sont que ensemble, forment un composé qui est seulement négatif ou seulement positif. Donc du coup, il faut bien quelque chose pour contrebalancer en fait soit la charge positive, soit la charge négative. Donc du coup, c'est toujours d'anions et de cations. 7. Le chlorure de potassium est un composé ionique qui contient des ions K+, et Br-. Sa formule est donc KBr tout simplement, parce que dans les deux autres cas, c'est chargé, donc ça ne peut pas le faire, et du coup c'est faux. Aucune charge dans un composé ionique, toujours neutre à la fin. Alors 8, l'ordre de grandeur de la taille d'un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Par contre, si vous voulez l'ordre de grandeur de la taille d'un noyau, c'est 10 puissance moins 15. Et 10 puissance 10, ça équivaut à 10 milliards de mètres. Donc du coup, on n'en est pas encore là, quoi. C'est vraiment pas ce qu'on cherche. Par rapport à la taille de son noyau, la taille d'un atome est 10 fois plus petite, identique, ou 10 puissance 5 fois plus grande. Eh bien, l'atome est 10 puissance fois plus grand, 10 puissance 5 fois plus grand que son noyau. Dans n'importe quel fruit, si vous commencez à couper votre fruit, votre noyau il est plus petit que le fruit. C'est pas le fruit qui est dans le noyau, donc du coup le noyau est plus petit que le fruit. Donc forcément, par rapport à la taille du noyau, la taille du fruit, la taille de l'atome est plus grand. Donc du coup 10 puissance 5 fois plus grande. Identique, il y aurait qu'un noyau. Et 10 puissance 5 fois plus petit, le fruit serait dans le noyau, ça n'a aucun sens. 10. Le noyau d'uranium 235 est constitué de 235 quoi? Alors vu que c'est la notation AZX ici, X c'est U,
Le Z il n'est pas spécifié, mais le A qui est en haut représente le nombre de nucléons, et donc du coup le noyau d'uranium il possède 235 nucléons. L'écriture conventionnelle de 5828 nickel indique que ce noyau de nickel de symbole Ni est constitué de 28. Alors en haut on a dit nucléons, en bas on a dit protons. Donc du coup le noyau de nickel est constitué de 28 protons. Alors attention, la réponse C elle est fausse, même s'il y a le même nombre de protons que d'électrons dans l'atome, parce qu'ici on indique que ce noyau est constitué, et il n'y a aucun électron dans un noyau. Donc si ça avait été la taille de l'atome de nickel est constitué de 28 protons et électrons, là c'était bon. Par contre, vu qu'on parle du noyau, on parle que de particules nucléons. Donc du coup ici 58 nucléons, 28 protons, et là le 28 est demandé, donc du coup seulement protons. Le noyau d'azote de symbole N est constitué de 7 protons et de 8 neutrons, donc du coup il y a 15 nucléons. Et une écriture conventionnelle de ce noyau serait 7N, 8N ou 15N. Bah, je vous rappelle que le nombre de protons c'est en bas, donc du coup on aurait 7 en bas et N. Mais là le 7 en haut du coup est faux. 8 en haut bah, c'est faux parce qu'il n'y a pas de nombre de neutrons dans l'écriture conventionnelle. Et 15 donc du coup 7 plus 8 nucléons, ça marche vu que le nombre de nucléons est en haut. Enfin le numéro 13, un noyau d'argent de symbole Ag est constitué de 47 protons et de 60 neutrons. Une écriture conventionnelle de ce noyau est... Bah, du coup vous avez 47 en bas forcément vu qu'il y a 47 protons, donc la B est déjà fausse. Et ensuite bah, du coup 60 neutrons, vu que c'est pas dans l'écriture conventionnelle, le nombre de neutrons il ne doit pas retrouver de 60 ici. Donc la C est aussi fausse, c'est la A qui est bonne. Et comment on aurait pu faire pour déterminer directement la A? Et bien du coup en haut vous avez le nombre de nucléons, soit protons plus neutrons, et protons plus neutrons ça fait 60 plus 47, 67. Donc du coup 107 et 47 en bas pour Ag. Voici du coup pour ces deux exercices. Ensuite, page suivante, on avait donné celui-ci. Je lui ai demandé d'écrire la formule du composé ionique formé par l'association d'ions magnésium Mg2+, et d'ions O2-. Et bien sachez que du coup, si vous mettez Mg2+, avec O2-, et bien du coup les 2+, et les 2- se contrebalancent, et il ne reste plus que les deux atomes, comment dire, les deux notations, symboles de l'atome, donc Mg et O. Ensuite, pareillement, bah, si vous mettez Mg2+, avec CO3-, et bien vous mettez du coup 2 plus et 2 moins ensemble, ça se contrebalance. Qu'est-ce qui reste? Je recopie tout ce qui reste, hein, MgCO3. Ensuite, Mg2 plus avec I-, on voit très bien qu'ici les deux ions n'ont pas la même charge, à l'instar du coup, enfin à l'identique de l'exemple que j'ai donné sur CaF2. Donc du coup, si vous avez un cation 2 plus et un ion une seule fois moins, et bien il va falloir que je mette 2 fois plus d'ions négatifs pour contrebalancer la charge de l'ion positif. Donc 2 fois plus d'anions I-, pour contrebalancer la charge du cation Mg2+. Dans ce cas, du coup, s'il y a 2 fois I pour un seul Mg, et bien du coup, les charges finissent par se contrebalancer, elles disparaissent, et il nous reste Mg, une fois, avec I2. Donc I, 2 fois, Mg, I2. Ensuite, pareillement ici, on a Mg2+, avec SiO4, 4-, et donc du coup ici, bah, l'anion est beaucoup trop fort par rapport au Mg2+. On ne peut pas prendre un demi-anion pour un cation, donc du coup on va prendre 2 cations pour un seul anion. Si je réfléchis ainsi, 4- avec Mg2+, normalement il me reste 2- à contrebalancer. Et identiquement, si je prends 2 fois le cation Mg2+, bien du coup ça va faire 2 Mg qui composent eux-mêmes 2+, donc du coup si j'ai 2 fois un cation 2+, j'ai une charge globale de 4+, qui contrebalance ici les 4- de mon SiO4. Dans ce cas, du coup, si j'allie 2 Mg avec un SiO4, normalement les charges 2+ et 2+ des Mg contrebalancent la 4- du SiO4, ça se neutralise, ces charges disparaissent, se contrebalancent en vrai, hein, et donc du coup il me reste Mg2 SiO4 une fois. Donc Mg2 SiO4. On avait fait aussi l'exercice 25, du coup, étiquette d'un flacon qui a été déchiré, c'est un grand classique. Vous avez du coup quelque chose blablabla de sodium et quelque chose après le Na2. Donc on sait déjà que dans le produit il y a 2 cations Na+, vu qu'on nous le dit ici que c'est sous la forme Na+. Donc il nous faudrait un anion qui compenserait 2+. Alors il y en a qui m'ont dit Mg2+, c'est mort parce que c'est un cation, ça ferait 2 cations ensemble et dans un composé ionique, il n'y a pas que des cations, que des anions, il y a anions et cations ensemble. C'est vrai, vous avez raison, le Mg2+, n'apparaîtra pas dans la réponse.
Cependant, il y en a qui m'ont dit aussi, bah du coup on met I- deux fois. Vu qu'il y a 2 fois 1 plus Na, et bah du coup on met 2 fois 1 moins I. Eh bien oui, c'est possible, mais Na2I2, ça n'a aucun sens. On mettrait plutôt NaI. Parce que du coup, s'il faut un seul I moins pour un seul Na+, il est hors de question de former une molécule à 4 alors que le binôme marche très bien. De ce fait, s'il y a 2 cations nécessaires pour contrebalancer ce qu'il y a derrière, eh bien c'est un ion négatif, donc un anion qui porte une charge de moins, et c'est forcément CO3 de moins. Donc la formule ici, c'est Na2CO3, et si vous voulez le nom en entier, ça s'appelle carbonate de sodium. Voici du coup pour ces exercices-là. On va revenir juste sur la liste des exercices à faire. On avait fait 21, 22. Ah, j'ai donné le 22. Donc du coup, on part sur le 22 immédiatement et après on ira à la page 86. Donc le 22, le chlorure de calcium est un composé ionique constitué d'anions chlorure et de cations Ca2+, choisir en justifiant la formule de ce composé ionique parmi la liste suivante. Eh bien si on a 2 plus sur un calcium et un seul moins sur un Cl-, eh bien il faudra 2 fois plus de Cl- pour contrebalancer la charge de plus du seul calcium que vous avez ici. Et donc du coup on aura CaCl2. Et donc normalement quelque part il y a un CaCl2. Donc ici CaCl2. Ok, réponse E. Par contre, la DCl2Ca fonctionne aussi. On peut mettre en fait les atomes dans n'importe quel sens. Donc du coup la D et la E sont des écritures équivalentes et on a le droit de les marquer. Cependant, on met en général le cation avant l'anion, on met en général le plus avant le moins, et donc du coup on verra plus souvent la formulation CaCl2, la réponse E, que la réponse D, Cl2Ca. Néanmoins, la D est tout aussi juste. C'est juste une habitude. Alors dans les cas où vous répondez B et C, bah, c'est faux parce que vous avez une charge électrique, un composé ionique est électriquement neutre. Ensuite Ca2, Cl4, et bien du coup ça équivaut à 2 fois CaCl2, et c'est faux parce que la molécule elle comporte que 3 ions et non pas 6. Ici un demi-Ca, ça ne rime à rien. Et enfin 10 et 5, ben, c'est pareil, donc du coup on va pas faire une molécule à 15 ions quand on peut faire une molécule seulement à 3. On part page 86. Hop, et on prend du coup le numéro 18. L'atome de sodium possède 11 électrons. Parmi les configurations électroniques suivantes, identifiez celle qui correspond à l'atome de sodium à l'état fondamental. Alors, à l'état fondamental, ça veut dire à l'état normal que vous rencontrez le plus souvent du temps, à l'état d'énergie la plus basse. Bref, prenez ce qui vous arrange le mieux. Donc, l'atome de sodium possède 11 électrons. Bah, si vous possédez chez vous 11 t-shirts, eh bien, quelle que soit l'armoire ou l'étagère où vous les rangez, bah, si vous les dérangez tous, on retrouve les 11, on est d'accord. Et bien là, dans les cas de configuration électronique, quelle que soit la couche ou la sous-couche où je les ai rangés, ces atomes, enfin ces électrons, pardon, je dois retrouver 11 à la fin. Donc du coup, il me suffit de compter tous les petits chiffres qu'il y a en haut. Donc 2 et 2, 4 et 5, 9, c'est pas possible. B, 2 et 2, 4 et 6, 10, c'est pas possible. La D, 2 et 2, 4 et 6, 10 et de 12, c'est pas possible. Donc du coup, forcément, il reste la C, qui représente les 11 électrons que j'avais au départ. Soit 2 dans un S, plus 2, 4 dans 2S, plus 6, 10 dans 2P, et enfin le dernier, 11, dans la 3S. Donc ta réponse C était la bonne. 19, l'atome de soufre a 6 électrons de valence. Attention, ça veut dire que dans la dernière couche qu'on a ouverte, il y a 6 électrons rangés, quelles que soient les sous-couches. Par contre, le reste, on n'en sait rien. Parmi les configurations électroniques suivantes, identifiez celle associée à l'atome de soufre dans l'état fondamental. Donc on va regarder la dernière couche. Dans la réponse A, le plus haut chiffre dernièrement écrit, c'est le 2, le grand 2 qu'il y a ici. Donc du coup, dans 2S et dans 2P, vous avez 2 et 2, 4 électrons de valence, soit différents de 6, c'est pas la A. On continue. Là, dans la dernière, vous avez 1S, 2S, 2P6, donc la dernière couche ouverte, c'est la 2. Et dans 2S et 2P, il y a 2 et 6, soit 8 électrons de valence, ça peut pas être le soufre. Réponse D. 1, 2, 3, donc dans 3S et 3P, vous avez 2 et 6, 8 électrons de valence encore une fois, ça ne peut pas être le soufre. C'est forcément du coup encore une fois la réponse C. Et vous avez du coup 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P, 4. Donc la dernière couche que j'ai écrit, c'est 3. Tout est rangé dans S et dans P. Dans S, il y en a 2.
Dans P, il y en a 4, ça fait bien 6 en tout. Et donc du coup, je retrouve bien la consigne du départ, 6 électrons de valence pour atome de soufre. Donc je sais que la réponse C correspond à sa configuration électronique. Numéro 20. L'atome de chlore possède 17 électrons en tout. Parmi les configurations électroniques suivantes, identifiez celle associée à l'atome de chlore dans l'état fondamental. Alors du coup, il faut 17 électrons. Comme tout à l'heure dans le 18, on compte le nombre d'électrons qu'il y a de rangées dans n'importe quelle armoire, n'importe quelle étagère, donc n'importe quelle couche et sous-couche. Donc là j'ai 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 2 et 3, ça fait 15. C'est pas 17. 2 et 2, 4 et 6, 10 et 2 et 4, 6, ça fait 16 du coup. C'est pas bon. Ensuite, 2 et 2, 4 et 6, 10 et 2, 12 et 5, 17. On est sur la bonne réponse, on vérifie quand même D. 2 et 2, 4 et 6, 10 et 2, 12 et 6, 18. Donc du coup, ce n'est pas la réponse D. Réponse C, encore une fois, est la bonne réponse. 2. Nommer les électrons de valence de l'atome de chlore. L'atome de chlore, ces électrons de valence, du coup, ce sont ceux qui sont rangés dans la dernière couche qu'on a ouverte. La dernière couche qu'on a ouverte, c'est la numéro 3. Et donc du coup, les électrons sont rangés en 3s et dans 3p. Et il y a bien 7, 2 plus 5, électrons de valence. Les électrons de valence, donc du coup, sont les électrons 3s et les électrons 3p. Voici comment on les nomme. On les nomme par couche, bloc. Donc du coup, 3s, 3p. Enfin, couche sous couche, plutôt. On avait donné ensuite le numéro 25, c'est ça? Je reviens sur ma liste. Alors 18 à 20 plus 23 et 25. Donc on va faire le 23. Le silicium appartient à la 14e colonne du tableau périodique. Le fluor appartient à la 2e ligne et à la 17e colonne du tableau périodique. Je ne l'ai pas donné celui-là. Bon, tant pis, on le fait. Déterminer le nombre d'électrons de valence de l'atome de silicium. Eh bien, le silicium est à la 14e colonne du tableau périodique. Donc, du coup, on est 4 avant la fin. La 18e correspond à 8 électrons de valence. Donc, la 4e avant correspond à 4 électrons de valence. Ok ? Vous avez appris que la 18e colonne du tableau périodique était les gaz rares, qui avaient 8 électrons de valence. CF, la dernière phrase du cours. Donc du coup, la 14e colonne, c'est celle où il y a 4 électrons en moins. Soit 8 moins 4, 4 électrons de valence. Si vous avez 4 électrons de valence, forcément... j'ai répondu à la question. Déterminer les électrons de valence d'un atome de fluor et les nommer. Du coup, fluor, sa 2e ligne, 17e colonne. Donc du coup, c'est une colonne avant la famille des gaz nobles. Donc du coup, 8 électrons de valence pour les gaz nobles, soit moins 1 pour le fluor, 7 électrons de valence, tout simplement. Et vu que sur la 2e ligne, donc du coup, c'est les électrons 2s et 2p. Voici comment on résolvait ça. Donc du coup, le raisonnement est un petit peu difficile, ça m'étonnerait que je vous l'ai donné celui-là, et oui, effectivement, je vous l'ai pas donné. Identifier les éléments d'une famille. Les configurations électroniques des atomes de bérium et de magnésium à l'état fondamental sont respectivement 1s2, 2s2 et 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Déterminer la colonne du tableau périodique à laquelle appartiennent ces deux atomes. Et du coup, ces deux atomes, ils appartiennent, on prend la dernière couche sous-couche ouverte, 2s2. Donc il est deuxième colonne du bloc S, deuxième ligne. Ou deuxième ligne, bloc S, deuxième colonne. Enfin, magnésium, je regarde 1s2, 2s2, 2p6, donc tout ça c'est fermé. 3s2, dernière couche sous-couche ouverte est celle-là. Donc troisième ligne, bloc S, deuxième colonne. Que peut-on... Dernière colonne du tableau périodique, donc ils sont tous les deux dans la colonne numéro 2 du tableau périodique, du bloc S. Et enfin, que peut-on dire de leurs propriétés chimiques? Bien, elles sont identiques. S'ils sont dans la même colonne du tableau périodique, alors ils ont des propriétés chimiques identiques. Ils font les mêmes réactions, etc. Alors, il y a un exercice que j'ai pas noté dans la liste, que je viens de me souvenir qu'on a fait ensemble. C'est celui-ci. Sachez que la question numéro 3 sera pas au contrôle. Je vous le dis d'ores et déjà, voilà, la question 3 sera pas au contrôle parce que ça emboîte le pas du chapitre suivant et je voulais pas encore expliquer ces règles-là, on les reverra ensemble. Dans tous les cas, les deux premières y sont, donc on va y aller. Configuration électronique de l'atome de sodium état fondamental et 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Et le gaz noble le plus proche, c'est le néon de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. Réponds aux questions suivantes sans regarder le tableau périodique. On regarde pas, j'en ai pas chez moi de toute façon. 1. Déterminer la position de l'élément sodium dans le tableau périodique. Et du coup, l'élément sodium, il est troisième ligne, bloc S, première colonne. Comme j'ai regardé avec ma souris, vous voyez. Je regarde sa configuration électronique, dernière couche ouverte, dernière sous-couche ouverte, et celle-là, 3S1. Donc du coup, il est troisième ligne, bloc S, première colonne. Le lithium, situé dans la deuxième ligne, première colonne du tableau périodique, qui détermine sa position par rapport au sodium.
Bah, le sodium il est troisième ligne première colonne et que le lithium est deuxième ligne première colonne, et normalement le lithium il est juste au-dessus du sodium et le sodium il est juste en dessous du lithium. Enfin, à proposer une formule pour l'ion lithium puis pour l'ion sodium est justifiée, et bien en fait la nature elle tend à stabiliser les atomes dès lors que la couche externe est remplie ou vide. Dans le cas du lithium, par exemple, dans le cas du sodium, qu'on a la configuration électronique juste ici, là, et bien du coup la couche externe c'est la 3. Donc du coup, est-ce qu'il vaut mieux aller chercher de remplir entièrement la couche numéro 3 ou de la vider entièrement? Et bien vu que chaque électron gagné ou perdu demande de l'énergie à l'atome, et bien du coup on va préférer en perdre un, ça ira plus vite que c'est aussi moins énergivore, donc moins coûteux en énergie, de perdre un électron plutôt d'aller en chercher 7 supplémentaires. De ce fait, du coup, on va vider la 3s et on va se retrouver avec une configuration électronique ionique pour l'atome de sodium, donc du coup pour une configuration électronique pour l'ion sodium, qui équivaut à un S2 de S2 de P6. Soit la même que néon, c'est le but du jeu, ressembler au gaz rare le plus proche. Donc du coup, si vous faites un S2 de S2 de P6, 3S0, vous avez vidé la 3S, mais du coup on a un électron en moins par rapport au nombre de protons. Donc du coup, il y a un proton chargé plus qui n'est pas contrebalancé et qui va se ressentir sur la formule chimique. Du coup, on va avoir Na+. Et vu que le lithium est dans la même colonne du tableau périodique, donc il est dans la même famille, c'est les alcalins, et en même temps, et bien du coup, il va se comporter de la même manière que le sodium. Donc du coup, le sodium, s'il fait Na+, bah le Li, il va faire Li+. Et c'est logique, c'est comme ça. Si Cl, par exemple, il fait moins, et ben F, qui est juste au-dessus de la colonne du tableau périodique, et bien il va faire F- également. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire par famille chimique, même comportement, même réactivité, même réaction, etc. etc. Voilà, nous avons du coup corrigé et fini tous les exercices, j'espère que ça vous aura bien plu, que ça vous aura bien aidé à réviser le contrôle. Du coup on se retrouve le jour du contrôle et pour la prochaine vidéo en physique, bien entendu. D'ici là, essayez de bien réviser, de bien travailler tout ça. Sur ce, bon travail!